Excellence, la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, chers participants, tout honneur respecté. En ouverture de cette conférence consacrée à la réflexion rétrospective sur un génocide qui, il y a 30 ans, plus d'1 million d'hommes, femmes, enfants, bébés étaient atrocement exterminés pour le seul fait d'être nés Tutsis, j'adresse mes sincères remerciements à chaque participant pour avoir répondu favorablement à l'invitation. Le génocide endeuille l'humanité entière et touche à ce qu'elle a de plus sacré, la vie. Les Tutsis du Rwanda ont été la cible d'une extermination cruelle, violente, systématique et généralisée, obéissant à la réalisation d'un plan effroyable préparé par l'État visant leur destruction totale. Cette boucherie humaine qui a clôturé le XXe siècle fait maintenant partie de l'histoire commune de l'humanité. Un proverbe rwandais dit « Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas ». Ce colloque vise justement l'objectif de jeter un regard en arrière sur le passé qui a conduit au génocide perpétré contre les Tutsis, regarder la façon dont le Rwanda et les autres États ont fait face à ces conséquences et l'avenir de la mémoire pour les jeunes générations. C'est pourquoi nous avons retenu des thèmes tenant au contexte politique qui a permis la préparation et l'exécution du génocide, la justice nationale et internationale, l'écriture, le négationnisme et l'éradication de l'idéologie qui la sous-tend. En effet, l'une des spécificités du génocide des Tutsis tient au fait qu'il a été préparé et perpétré sur toute l'étendue du territoire national en un temps record de 100 jours. Le gouvernement, l'armée, la gendarmerie, les autorités locales, les partis politiques, les médias, les intellectuels, les organisations de la société civile et bien d'autres instances ont participé à l'élimination systématique et généralisée de ce génocide. La culture de l'impunité a joué un rôle majeur dans la participation massive de la population à l'exécution du crime. L'engagement actif aux théories constituait une fierté et les personnes qui s'opposaient à l'idéologie d'extermination étaient considérées comme des traîtres à la cause Hutu. Le 20 mai 1963, le Rwanda a promulgué une scandaleuse loi qui consacrait l'impunité pour les assassins des Tutsis. Cette loi, accompagnée de discours de haine des politiciens, avait fait comprendre aux tueurs et aux paysans ordinaires que tuer un Tutsi était méritoire, pas un crime répréhensible. La perpétration du génocide a été facilitée par la nature centralisée de l'organisation administrative de l'époque. Les organes du parti au pouvoir étaient confondus avec les structures des collectivités locales jusqu'au niveau des villages. Ce type d'organisation politique, ajouté à d'autres facteurs discriminatoires visant les Tutsis, tels que la discrimination dans les écoles et dans l'emploi, ainsi que la monopolisation du pouvoir par une clique de dignitaires de la région natale du chef de l'État, ont alimenté le rouleau compresseur du génocide. Le pouvoir a organisé les jeunes en milices, interahamwe, ceux qui attaquent ensemble, et impuzamugambi, ceux qui sont unis par le même but, qui ont été des instruments redoutables, le fer de lance d'exécution du génocide. Les lieux jadis sacrés, comme des églises, sont devenus de vrais abattoirs, parfois avec la participation directe et la complicité des responsables religieux. Ce fut le cas pour des paroisses catholiques d'Ondera, Nyange, Sainte Famille et Saint-Paul, Kabgayi, Byimana, Nyundo, Krete Zairenir, Mubuga, Kaduha, Gatagara,
Nyanza, Sovu, Shangi, Hanika, Nyamasheke, Kibeho, Butare, Muganza et encore. Même dans des paroisses d'obédience protestante, comme Shyogwe, Kirinda, Nyakizu, Gitwe, Mugonero, Gihundwe et j'en passe. L'une des particularités du génocide Tutsi est donc celle d'avoir réussi à impliquer les responsables de toutes les couches de la population, y compris les plus instruits et les plus pieux. Le génocide a été arrêté par le Front patriotique rwandais le 4 juillet 1994 avec la prise de Kigali. Le pays était exsangue. Le gouvernement d'union nationale s'est attelé à bâtir la paix sociale en recourant à la synergie de tous les acteurs. La justice était posée comme un préalable à l'unité nationale. Depuis l'indépendance du Rwanda, en effet, le Rwanda n'avait jamais adopté une loi sanctionnant le crime de génocide. Il fallait donc rompre avec cette culture de l'impunité. La loi portant répression du génocide et crimes contre l'humanité a été votée le 30 août 1996 pour juger les suspects. Le nombre important de personnes jugées et autres problèmes post-génocide ont conduit aux consultations populaires entre 1998 et 1999 à la présidence de la République, lesquelles ont conclu à l'instauration des juridictions gacaca pour comprendre l'ampleur du problème qui existait. Au 31 décembre 2002, c'est un exemple, le nombre de détenus emprisonnés pour génocide était de 104 143 personnes, alors que des détenus de droit commun étaient de 12 322. Leur jugement juste et équitable dans un délai raisonnable suivant la procédure pénale classique était donc impossible. D'où le recours à notre culture de résolution des conflits pour adopter Gacaca qui a donné des résultats louables à la justice du génocide. Au niveau international, l'ONU a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda le 8 novembre 1994. Malgré des fautes et manquements graves de ce tribunal, il a réalisé quelques acquis jurisprudentiels importants qui ont permis l'établissement de la vérité sur le génocide. D'abord, la décision du 2 septembre 1998 dans le premier jugement concernant Jean-Paul Akayesu, qui fut d'une portée historique irrévocable. Les juges, conduits par le magistrat sénégalais Fera Itikama, ont établi la matérialité spécifique du génocide perpétré contre les Tutsis en rejetant les arguments irresponsables de la défense qui prétendaient qu'il y avait eu une guerre civile au Rwanda, pas un génocide. Voici les conclusions. Il apparaît clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif déterminé, celui d'exterminer les Tutsis, choisis spécialement en raison de leur appartenance au groupe ethnique Tutsi, et non pas parce qu'ils étaient des combattants du FPR. C'est un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994 contre les Tutsis en tant que groupe, ont-ils conclu. Le 16 juin 2006 est une autre date mémorable à laquelle le TPIR a pris une importante décision de stopper net le négationnisme qui sévissait au sein même du tribunal, en consacrant, je cite, que le génocide commis contre les Tutsis est un fait de notoriété publique qui ne doit plus être contesté. Ce fut une victoire de la vérité sur le mensonge que les génocidaires et leurs complices espéraient utiliser longtemps. Ce fut pour de bon un clou planté à jamais dans le cercueil des négationnistes. L'autre grand mérite du TPIR est celui d'avoir établi une jurisprudence internationale désormais révocable et devenue une règle impérative du droit selon laquelle le viol et les violences sexuelles infligées aux femmes tutsis relèvent du crime de génocide. Les femmes, témoins et survivantes du génocide, ont été extrêmement courageuses pour tenir devant les accusés et les avocats, leur dire droit dans les yeux ce qui ne se dit pas dans la culture du Rwanda, l'atrocité du viol. Ce chemin fut un calvaire pour elles,
au regard des humiliations qu'elles ont subies au tribunal d'Arusha, mais le jugement fut un rétablissement de l'honneur des femmes violées pendant le génocide. Le chemin fut très périlleux quand on se souvient du scandale qui a marqué l'humiliation d'une des femmes violées, Teya, dans le procès Shalom Ntahobari. Son avocat kenyan, maître Duncan Mwanyumba, a posé des questions choquantes d'une violente cruauté à la victime, dont les suivantes. Est-ce que Shalom a retiré tous les habits que vous portiez? Est-ce que vous avez gardé votre jupe ou a-t-elle été aussi enlevée? Après cela, vous étiez nu. Décrivez ce qui s'est passé ensuite. Qu'a-t-il fait? Vous rappelez-vous quand vous avez pris votre dernière douche? Étaient-ce les conditions dans lesquelles Shalom vous a trouvé cette dernière nuit? Est-ce que Shalom a utilisé les préservatifs? Diriez-vous que dans les conditions dans lesquelles vous vous trouviez, n'ayant pas pris de douche, vous sentiez mauvais? Les juges n'ont pas arrêté ces propos indignes, faisant même le scandale d'en rire, sans retenue, devant l'attitude désespérée du témoin victime. Leur devoir de réserve, d'impartialité et de protection des témoins était totalement oublié. Ces humiliations de témoins sont fréquentes dans les procès de génocidaires à l'étranger, notamment en Belgique. Les témoins sont traités de menteurs alors qu'ils parlent des crimes qu'ils ont subis. Il importe cependant de saluer le courage de certains membres du parquet qui ont rempli leur devoir de justice avec brio. Dans le procès à Kayesu, sans la fermeté de Pierre-Richard Prosper, représentant du procureur dans ce procès, l'issue n'aurait certainement pas été la même. Passons maintenant au secteur de la presse. Dès 1990, il y a des journalistes qui ont fait le devoir d'informer la presse nationale libre et autres, et la presse internationale ont publié des articles dénonçant le risque de génocide et décrivant la nature criminelle du pouvoir rwandais. Ils ont notamment appelé la France à cesser tout appui à ce régime sans être entendu. Quelques exemples. Le quotidien français L'Humanité du 22 novembre 1991 démontrait l'excès de zèle de l'armée française au Rwanda en ces termes. Paris est complice. Face aux forces du Front patriotique rwandais, les militaires français envoyés en octobre 1990 sous éternel prétexte de défendre la vie de nos ressortissants assurent l'encadrement de l'armée gouvernementale. Ce sont des officiers français qui conduisent les interrogatoires musclés des combattants du FPR. Des articles similaires furent publiés dans l'Humanité le 13 mars 1992 et 28 février 1993 en dénonçant, je cite, les tueurs du général Habyarimana et la stratégie de massacre des populations adoptée par le régime pour faire échouer les négociations de paix d'Arusha. Le journal Libération du 11 juin 1992 lança la même alerte en ces termes. À Bruxelles, l'opposition rwandaise s'est concertée avec le FPR, constatant leur commune volonté de mettre fin au combat et de former un gouvernement d'union nationale. Or, le président Habyarimana et son entourage affairiste ne sont pas contraints de s'y résigner tant que la France alimente leur guerre contre les revanchards Tutsis. Libération du 9 février 1993 reprit la même sonnette d'alarme, cette fois-ci en évoquant ouvertement un génocide en cours, je cite. Dans les lointaines collines du Rwanda, la France soutient un régime qui, depuis 2 ans, avec ses milices et des escadrons de la mort, organise l'extermination de la minorité Tutsi. Ces escadrons de la mort, qui, organisés en réseau zéro par le clan du président, gèrent le génocide des Tutsis comme un service public. Fin de citation. L'événement du jeudi, représenté par Jean-François Dupaquier ici présent, du 25 juin 1992, avait dressé le même constat d'un génocide en préparation. Je cite, « Grand ami de François Mitterrand et de son fils Jean-Christophe, le président Juvenal Habyarimana ne cherche pas vraiment à contenir et encore moins à sanctionner les groupes fanatisés qui se sont jurés de provoquer
l'extermination totale des 14% de Tutsis restants. Fin de citation. Après le génocide, mesdames, messieurs, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry a été l'un des artisans de la documentation du génocide pour le public français peu informé sur ce drame. Il faut lui rendre un hommage pour ses ouvrages contre le négationnisme, mais aussi pour la série d'articles qu'il publia dans le quotidien Le Figaro. La première série fut lancée durant la semaine du 12 au 15 janvier 1998, avec 4 articles d'une clarté hors pair. Il a expliqué la conviction du président Mitterrand selon laquelle, je cite, « un génocide en Afrique est sans importance ». L'engagement des militaires et diplomates français dans un engrenage infernal au Rwanda, prenant fait et cause pour le pouvoir Hutu. Les complicités entre la gauche et la droite pendant la période de cohabitation qui commence en avril 1993. Le temps de l'hypocrisie en engageant l'armée française dans l'opération turquoise. Fin de citation. Du 1er au 9 avril 1998, Patrick de Saint-Exupéry publia une autre série de 9 articles d'une profonde pertinence, développant, je cite, « La stratégie de Paris a été très influencée par les relations personnelles entre les Mitterrand et l'entourage du président Habyarimana. Les mensonges de l'État français qui a ignoré les signes avant-coureurs du génocide malgré les avertissements des diplomates et des militaires les plus lucides. Les armes du génocide, la guerre des infiltrés dans le nord-ouest, la livraison des armes après le début du génocide, les oublis du rapport Kiresi au Rwanda. » Fin de citation. Ces publications de Patrick de Saint-Exupéry ont donné une force immense à beaucoup de gens en France pour poursuivre les combats contre l'impunité et le négationnisme. Patrick de Saint-Exupéry est souvent traîné devant les tribunaux par des acteurs politiques et militaires dont il dénonce les compromissions avec le régime génocidaire rwandais. 30 ans après, les résultats sont là. La vérité a triomphé. Le négationnisme du génocide des Tutsis est puni en France depuis 2017. En 2021, le rapport du clerc conclut aux responsabilités lourdes et accablantes de la France. Parmi les journalistes qui ont remarquablement œuvré pour la vérité des faits, rendons hommage au regretté Jean Chatin du journal L'Humanité, décédé le 5 décembre 2019. Pendant le génocide, Jean Chatin fut l'un des rares reporters occidentaux à couvrir la zone conquise par le FPR et produire des articles d'information objective. Il a publié des ouvrages majeurs sur le génocide des Tutsis, Paysages après le génocide de 2007, puis Nuit et brouillard sur le Rwanda en 2020, paru après sa mort. Le livre est une compilation d'articles qu'il a publiés entre 1990 et 1994. Parmi les autres journalistes décédés, dont le travail n'est pas à oublier, figure Pascal Kropp, qui publia en août 1994 le premier ouvrage en France avec un titre fort « Faut-il juger le Mitterrand ?» Il fut le premier à poser l'évidence de la responsabilité du président Mitterrand dans le génocide des Tutsis. Sa responsabilité n'est plus aujourd'hui discutable. Les acteurs des droits humains ont aussi remarquablement joué un rôle clé dans l'alerte de l'opinion internationale. En août 1992, Maître André Jadour et Maître Éric Gillet, ici présents, ont établi un rapport circonstancié sur la nature criminelle du régime Habyarimana. Le rapport a notamment documenté l'utilisation des prisons rwandaises comme méthode de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant. En Belgique, d'autres acteurs et hommes du droit aujourd'hui décédés ont aussi œuvré pour la mémoire et la justice du génocide. Nous pensons au professeur Eric David, qui a fait plusieurs publications sur la spécificité du génocide des Tutsis et les responsabilités internationales. Maître Edouard Jacquian, Maître Michel Grandvorge, Maxime Steinberg, qui ont joué un rôle clé dans des activités de mémoire, et Willy Fabre, qui fut l'un des premiers à créer des sites d'information sur le génocide tels que RwandaNet ou Irirawi Hogara. Il avait obtenu la nationalité rwandaise sous le nom de Moses Sendanyoye. Le travail des ONG fut également pertinent
Le 7 mars 1993, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda a publié un rapport qui démontrait la mécanique d'un système de massacre de civils entretenu par le pouvoir rwandais contre les Tutsis. La commission a mis en évidence l'implication des plus hautes autorités rwandaises, citant nommément le président Habyarimana, le ministre des Travaux publics, le colonel Elissa Gatwa, le préfet Charles Nzabagerageza et autres. La commission était dirigée par Jean Carbonare, qui, en janvier 1993, fut l'un des premiers à alerter le risque de génocide en cours au Rwanda. Son image en pleurs à la télévision française France 2, devant le regard émotif du journaliste Bruno Mazur, reste un événement marquant de son indignation. Signalons également l'immense travail des membres de l'association Survie. Certains d'entre eux sont décédés en laissant une somme de très bons actes. Commençons par regretter Gilles Dirou, qui est le moins connu, mais pas le moins courageux. Décédé le 22 septembre 2003, Gilles Dirou fut le premier à réaliser une enquête de terrain à Butare, en juillet 1995, sur la responsabilité de Dr Sostene Munyemana. Il a par la suite participé à la création à Bordeaux de l'association Correctif Girondin pour le Rwanda, qui a porté sa première plainte contre Munyemana le 8 octobre 1995. Dans la même ligne d'action, les implications sans relâche des regrettés Sharon Kourtou, François-Xavier Velchave et Gérodora Pradel sont d'une valeur sans nom par les publications régulières, notamment le mensuel Billet d'Afrique et d'ailleurs, et la mise sur pied de la commission Enquête citoyenne. Survie a accompli un travail hors du commun. Il y a aussi Jean-Paul Gouteux, qui fut un chercheur actif dans Survie France, qui a documenté les zones d'ombre sur les responsabilités dans le génocide. Parmi ses ouvrages, citons Un génocide secret d'État, puis La nuit rwandaise. Jean-Paul Gouteux se battait pour le jugement des auteurs du génocide et leurs complices. Son vœu a été exaucé quand on voit l'évidence des jugements qui sont menés en France et la détermination du parquet pour mener à terme d'autres dossiers. En Belgique, le Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda a fait un travail méticuleux de documentation sur les assassinats ethniques avant 1994. À titre d'exemple, le document qu'il publia en décembre 1991, intitulé « 14 mois de répression au Rwanda, le processus de démocratisation en péril », a fourni une liste de 901 cas de violations flagrantes des droits humains commis par le régime, avec des noms et prénoms, dates et lieux de naissance. Ces cas se répartissent comme suit: 478 personnes tuées, 394 libérées de prison à cause de l'intervention des ONG et 89 personnes ayant perdu illégalement leur emploi parce qu'ils sont Tutsis ou ayant des opinions politiques opposées au pouvoir. Les écrivains africains ont aussi joué un rôle clé pour la conservation de la mémoire. L'initiative écrite par Devoir de mémoire, qui débuta en juillet 1998 sous l'impulsion du Festival de littérature négro-africaine Fest Africa, a énormément contribué à documenter la mémoire du génocide des Tutsis. Une dizaine d'ouvrages fut publiée. Dans ce colloque, nous donnons la parole aux survivantes du génocide, qui ont été les pionnières de la résilience après le génocide, en se battant pour la survie et la vie. Et elles ont réuni les témoignages dans un livre que je vous recommande, intitulé « Entendez-nous ». Le livre sera présenté au milieu de ce colloque. L'association Avega, qu'elles ont créée au lendemain de l'arrêt du génocide, a aidé ces veuves à retrouver l'équilibre psychologique qui les a fait résister aux dures souffrances nées du génocide. Pour conclure, je résume en disant qu'on ne peut pas être exhaustif dans la description du chemin ayant conduit au génocide et au parcours de ces 30 ans. Beaucoup d'acteurs ont agi, rwandais et étrangers. Ils ont posé des pierres importantes pour l'avenir. Je termine pour considérer l'actualité en me référant à un dicton qui dit « Maudits soient les yeux fermés quand ils doivent rester ouverts ». Que ce colloque soit pour nous un moment de garder les yeux ouverts,
analyser sereinement le passé et tirer des leçons qui s'imposent pour rappeler au monde que plus jamais ça n'est pas encore respecté. Les dispositions de la Convention sur le génocide ne sont pas quelque part traduites dans les faits pour sauver des vies humaines menacées de génocide. Aux frontières du Rwanda, en République démocratique du Congo, les mêmes tueurs de 1994 et les recrues sont hébergés et soutenus par l'État congolais et continuent les crimes. Élevez votre voix. Il ne peut pas y avoir de mémoire véritable si les crimes qui ont versé le sang se poursuivent 30 ans après. Je vous souhaite de fructueux échanges.